messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, levée de l'immunité parlementaire de Sonko, le compte à rebours est lancé. Le bureau de l'Assemblée nationale et la conférence des présidents ont déclenché la procédure ce matin sous haute surveillance de l'hémicycle. Un dispositif de maintien de l'ordre était également détaché chez le leader du PASTEF. L'arrivée des premières doses du vaccin contre le coronavirus est imminente selon le directeur de la prévention. La létalité de la maladie inquiète davantage. 24 décès sont enregistrés en 48 heures. Plus de détails dans ce 20h. Renouvellement des amicales à l'UQAD. La violence est encore invitée dans les opérations. Quelle est la pertinence de ces structures estudiantines? Nous avons donné la parole aux concernés. Reportage à suivre. Et puis en sport, le Sénégal, finaliste du tournoi de l'UFOA des moins de 17 ans, est qualifié à la CAN de la catégorie au Maroc. Les Lionceaux ont écrasé les cadets bissau-guinéens 4-0. Le bureau de l'Assemblée nationale et la conférence des présidents ont déclenché la procédure. La prochaine étape sera la mise en place d'une commission ad hoc chargée d'entendre le député Ousmane Sonko. Explication Ibrahima Khan. C'est officiel, l'Assemblée nationale donne suite favorable à la requête visant à lever l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko. Sur 17 membres présents à la réunion de la conférence des présidents convoquée par le bureau de l'Assemblée nationale, 15 ont voté en faveur de la levée de l'immunité du leader de PASTEF. La majorité étant donc pour, la procédure va donc suivre son cours. Prochaine étape, la commission des lois qui devra se réunir le 15 février prochain dans l'optique de mettre sur pied une commission ad hoc qui sera composée, pour rappel, de 11 membres. Ensuite, se tiendra une plénière le 17 février pour ratifier la liste des membres qui vont composer la dite commission. Une fois la liste entérinée, la dite commission se chargera d'entendre Ousmane Sonko avant de fixer une date pour l'ultime plénière sur la levée de son immunité parlementaire. Rappelons qu'Ousmane Sonko est accusé de viol répétitif et menace de mort. Il avait été convoqué lundi dernier à la section recherche de la gendarmerie, mais le leader de PASTEF, conformément aux dispositions de l'article 51 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, avait refusé de déférer à la convocation, exigeant que son immunité parlementaire soit levée d'abord. Oui, vraiment, et beaucoup craignaient des débordements, comme ce fut le cas à la cité Keur-Gorgui. Ce matin, à l'Assemblée nationale, la police a mis en place un important cordon de sécurité pour parer à toute éventualité. Voyons tout cela avec Alassane Ba et Mohamed Djeng. Les forces de sécurité ont barricadé toutes les issues qui mènent vers l'Assemblée nationale très tôt ce matin. Certains passants sont déviés. Idem pour la presse. Interdiction formelle de s'approcher de l'Assemblée. C'est assez difficile, on a tourné en rond en tout cas pendant des minutes pour peut-être accéder ici. Mais bon, puisque déjà voilà, c'est le métier, on doit informer, donc voilà, on essaiera en tout cas tant bien que mal de faire notre travail. C'est un dispositif qui empêche les citoyens de vaquer à leur occupation. Ce dispositif sécuritaire ne profite pas à ces Sénégalais. Ils sont obligés de faire de grands tours pour arriver à leur lieu de destination. Oui, moi j'avais des choses à faire au niveau un peu vers l'hôpital d'Antec. Mais vu le dispositif qu'on a mis là-bas, qu'on a mis ici, mais il va falloir faire un long détour. Et c'est une perte de temps énorme pour moi, quoi. Je passe tous les jours à côté de l'Assemblée, mais aujourd'hui, c'est un peu compliqué avec les dispositifs des forces de l'ordre. Même les journalistes sont interdits d'approcher l'Assemblée. Vraiment, c'est un peu compliqué. Aucune manifestation notée, aucun manifestant aperçu. Les autorités n'ont pas lésiné sur les moyens. L'objectif est clair, assurer la sécurité et permettre aux parlementaires de travailler en toute tranquillité.
Dans le même temps, un dispositif de maintien de l'ordre a été détaché chez Ousmane Sonko ce matin à la cité Keur Gorgui. Là-bas également, la police nationale avait pris les devants aux fins d'empêcher d'éventuels débordements, comme vous le voyez sur ces images de Youssouf Barro et Habib Faye. Les avocats du leader de PASTEF peuvent bel et bien écrire au président de l'Assemblée nationale comme ils l'ont fait pour exiger l'intégration de 4 éléments dans l'examen de cette affaire. C'est l'avis du professeur Ndiak Fall. Toutefois, l'enseignant en droit pénal estime que le Parlement est libre d'apprécier de la suite à donner à cette demande des avocats de la défense. Le professeur Ndiak Fall était l'invité de la matinale de TFM. Les avocats, leur charge, c'est de défendre leurs clients. Et donc, ils vont utiliser tous les arguments qu'ils croient être utiles pour leurs clients. Ce qu'il convient de noter, c'est que, évidemment, la saisine de l'Assemblée pour la levée de l'immunité, elle incombe normalement au ministre de la Justice. Le fait que les avocats songent à ce que certains points soient évoqués, c'est leur droit le plus absolu. Maintenant, c'est à l'Assemblée d'apprécier le moment venu. Il y a le secret de l'enquête, mais néanmoins, il est souhaitable que l'Assemblée dispose de ne serait-ce que la plainte, disons, de la supposée victime et d'autres éléments qui pourraient lui permettre de se forger une opinion. Il est possible qu'on puisse leur opposer ce secret. Les avocats, ils procèdent à une demande. Cette demande, elle peut prospérer tout comme elle peut ne pas prospérer au niveau de l'Assemblée. À Ziguinchor, l'avocat dépêché par PASTEF pour défendre les 15 jeunes arrêtés dénonce leurs conditions de détention. Selon Maître Ousmane Sow, ces jeunes ont été placés dans des cellules sans aucun respect du protocole sanitaire. 15 jeunes qui ont été interpellés suite aux manifestations qui ont eu le mardi à Bignona. Ce sont 15 jeunes qui, je dirais, ne sont pas coupables. Ce sont 15 jeunes qui sont poursuivis pour des chefs d'accusation, pour des chefs de poursuite qui ne sont pas vraiment fondés. Ils nous ont fait des déclarations et nous avons constaté aussi leur état. D'abord, par rapport à leur état, nous avons constaté que leur détention ne respectait pas les gestes barrières. Ils sont 15 jeunes, ils étaient détenus dans 2 ou 3 cellules, sans masque et probablement sans distanciation en même temps. Donc les gestes barrières n'ont pas été respectés, ce qui est aussi un droit des clients, des prévenus, parce que l'administration doit assurer leur sécurité et leur santé. Par ailleurs, ils nous ont tenu des propos assez cohérents. Ils nous ont dit que pour la plupart, ils vaquaient à leurs occupations. Pour le moment, nous attendons la suite de la procédure et ils subissent un retour de parquet et probablement il se peut qu'ils soient déférés au parquet aujourd'hui. On les poursuit pour des délits, pour de simples délits d'attroupement et d'appel à attroupement. À chaque fois qu'un d'entre eux passait, ils étaient interpellés par une personne en civil. Et tous, ils disent qu'ils n'ont jamais été interpellés par des personnes qui étaient porteurs de tenue des forces de l'ordre. Donc ce sont des choses que nous déplorons vraiment avec la plus forte énergie. Et nous les avons rassurés, car nous allons assurer leur défense conformément à la loi. Tout autre chose à présent, renouvellement des amicales à l'UCAD. La violence s'invite encore dans les opérations 3 ans après les scènes qui avaient abouti à la suspension de ces structures estudiantines. Une situation qui entrave le bon déroulement des inscriptions pour les nouveaux bacheliers. Selon les responsables de ces instances, le manque de législation des amicales est un facteur qui explique la complexité de la situation. Voyons tout cela avec Abdoulaye Diop et Youssouf. C'est souvent des actes de violence lors du renouvellement des amicales des étudiants à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Des blessés ont même été enregistrés entre les jeunes universitaires de la faculté des sciences. On a pris aussi la défense la défense de nos étudiants que nous représentons, ce qui a amené ce qui s'est produit. Et c'est écœurant et ça n'honore même pas l'image de la faculté des sciences et techniques. Effectivement, il y a eu des blessés des deux camps, que ce soit de l'opposition, que ce soit de l'amicale, il y a eu des blessés. Mais bon, ces blessés-là sont pris en charge. Les conséquences se sont aussi répercutées sur l'inscription des nouveaux bacheliers. Empêcher nos nouveaux bacheliers de s'inscrire, parce qu'on a perdu 2 jours à cause de ça. Les gens, voilà, la majeure partie des nouveaux bacheliers qui étaient là, ils ont obligé de rentrer.
parce qu'il y avait des bagarres, on n'a pas pu terminer leurs inscriptions. Ils viennent de nulle part. Voilà, li nga bëgg inscription yi doxé ni non lay doxé c'est yow représenté wo ñooñu. Pour le président de l'amicale de la faculté de droit, l'absence de texte qui régisse ces amicales complique la situation. Parce qu'il y a un cadre juridique qui est là, les amicales sont régies par un décret présidentiel, donc les textes sont là. Et chaque année, on fait le renouvellement des amicales d'étudiants. Mais pour faire ce renouvellement, il faudrait que le mandat arrive en terme. Et jusqu'à présent, les mandats des amicales d'étudiants à l'université Cheikh Anta Diop sont toujours en cours. Après des actes de violence notés en 2017, l'Assemblée universitaire avait suspendu le renouvellement de ces instances. Les mandats des amicales vont bientôt prendre fin. Pour le cas de la faculté des sciences, son mandat prend fin le 27 février prochain. Merci Abdoulaye. À Fatick, les étudiants de l'UGB ressortissants de cette localité crient le ras-le-bol. Plusieurs dizaines de nouveaux bacheliers n'ont pas encore démarré les cours faute de logement et parmi eux, certains dorment même dans les couloirs de l'université Gaston Berger. Ces étudiants demandent de l'aide aux autorités politiques de Fatick. Aminata Goudiaby et Abdou Karim Bey. Presque chaque année, c'est le même problème. Les étudiants de l'université Gaston Berger ressortissants de Fatick rencontrent de grandes difficultés pour avoir des logements, ce qui rend leurs conditions d'études précaires. Les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis rencontrent d'énormes difficultés, notamment celles liées au logement. Depuis sa création, nous avons toujours eu des difficultés de logement. Là où je vous parle, des étudiants sont en train de dormir dans les couloirs au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Ce sont des étudiants de Fatick, de la commune de Fatick, les fils de Fatick qui sont en train de dormir dans les couloirs au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Ces étudiants ont choisi la devanture du lycée Koumando Fendiouf de Fatick pour exprimer leur détresse. De nouveaux bacheliers, selon eux, peinent à démarrer les cours, faute de logement. Présentement où je vous parle, il y a certains étudiants et étudiantes qui ne peuvent pas rejoindre là-bas à l'université Gaston Berger de Saint-Louis parce qu'ils n'ont pas encore de logement. Il y a certains UFR qui sont en train de faire cours, comme l'UFR LSH. Et certains étudiants ne sont pas encore là puisqu'ils n'ont pas de logement. Nous sommes là aujourd'hui pour parler aux autorités de nous aider. Ça fait 2 mois maintenant qu'on est en train de leur parler. Cette année-ci, on a beaucoup de nouveaux bacheliers et beaucoup de gens qui ne sont pas encore logés. C'est juste une conférence de presse qu'ils ont tenue, mais ils prévoient d'autres formes de manifestations si leurs problèmes persistent. Celle-ci, c'est simplement l'acte pacifique. En ce moment même, on ne peut pas laisser les étudiants qui sont orientés là-bas sans logement et qui ne peuvent pas faire leur cours. Mais d'ici quelques jours, s'ils ne réagissent pas, nous allons passer à l'acte et ça ne sera pas agréable. Les autorités de Fatick sont donc interpellées. Ces étudiants souhaitent avoir des subventions de façon régulière pour étudier paisiblement. Merci Aminata. Sur le front du coronavirus maintenant, 12 décès annoncés hier, 12 de plus encore aujourd'hui, ce qui fait 24 en 48 heures. Aujourd'hui, 56 cas graves en réanimation sont annoncés et 393 Covid+, dans le bilan du jour. Et vu la situation épidémiologique, justement, l'Église décrète une journée spéciale de prière, de jeûne et de partage le mercredi 17 février prochain, jour de l'imposition des cendres, des prières pour implorer la miséricorde de Dieu sur toute l'humanité en vue de l'éradication totale de ce fléau du coronavirus. Et à propos du vaccin, l'arrivée des premières doses est imminente selon le directeur de la prévention. La campagne de vaccination débutera dans la foulée comme l'exige le président de la République Macky Sall. Fat Bintou Conté et Pape Sangone Baye. Comme le prône le chef de l'État Macky Sall, la campagne de vaccination contre la Covid-19 pourra débuter en fin février, début mars, selon le directeur de la prévention. C'est possible de les faire vacciner en fin février. Mais il y a quand même des préalables, il faut qu'on s'y mette, comme on s'y est actuellement, il faut qu'on accélère un peu plus. Notamment, il faut d'abord avoir la matière première, notamment le vaccin, qui est attendu de manière imminente, qui va arriver. Nous aurons les premières doses, ça c'est sûr. Dès que les vaccins sont là, rien ne s'oppose à que les gens vaccinent à partir du jour où les vaccins seront là. C'est vrai qu'il faut aller vite, parce que cette fois-ci, c'est une course contre la montre. On va peut-être brûler toutes les étapes. Car selon le docteur Mamadou Ndiaye, les premières doses vont arriver au Sénégal à la fin de ce mois. Le plan d'approvisionnement prévoit l'arrivée des doses de vaccins pratiquement entre fin février et début mars. Donc nous, il faut qu'on prenne toutes les précautions pour être
prêt au moins en fin février. Et tout un plan est déroulé afin que la campagne se passe très rapidement, en mode fast-track, comme le souhaite le président de la République. Le plan est pratiquement en train d'être finalisé, lequel plan comporte beaucoup de choses, notamment l'approvisionnement. L'approvisionnement, c'est ce qui conduit jusqu'à l'arrivée des vaccins. Donc déjà, cette voie est déjà tracée. De la commande des vaccins, leur arrivée jusqu'à leur mise en place, c'est quelque chose qui est déjà retracé dans le plan. Pour cette campagne de vaccination, les personnes prioritaires demeurent le personnel médical et celles présentant une comorbidité. On a dit les personnels de santé de première ligne et on a dit les sujets présentant ou les personnes présentant des comorbidités, c'est-à-dire les personnes de première ligne, ça veut dire que ceux qui travaillent directement sur les malades, mais également les sujets qui présentent des comorbidités, c'est-à-dire une personne qui a une pathologie X, Y ou Z, qui, une fois qu'il a la COVID, déjà a une comorbidité, c'est-à-dire a une maladie plus une autre. Actuellement, toutes les procédures sont accélérées au ministère de la Santé afin de vacciner au plus vite la population sénégalaise. Merci Fadmintou et revenons maintenant sur la neutralisation des bases du MFDC, des résultats salutaires qui doivent peser dans la balance de la recherche d'une paix définitive. Comment concrétiser, consolider ces acquis? Élément de réponse d'Issa Preira Amadouba. Sikoun Badion Bamoun Bilas, autant le sanctuaire du MFDC situé sur la frontière avec la Guinée-Bissau entre les mains de l'armée sénégalaise. Une opération de sécurisation lancée par les hommes du colonel Souleymane Kandé. Objectif, créer des conditions favorables pour le retour des populations déplacées. Des résultats salués par Barkaba, même si l'analyste estime qu'il en faut davantage pour rassurer les populations. C'est un succès majeur mais qu'il faut consolider. Parce qu'il ne suffit pas simplement de pénétrer dans ces bases et de les démanteler. Il faut que l'armée puisse rester dans la zone avec des cantonnements militaires et sécuriser le retour escompté des civils qui avaient fui les combats pour certains villages depuis près de 30 ans. Et que ces populations puissent avoir l'esprit tranquille avec la présence renforcée de l'armée dans cette zone-là. Face à la puissance de l'armée sénégalaise, une partie du MFDC appelle au cessez-le-feu. Mais Barkaba de s'interroger au regard des différentes factions du mouvement. Il faut voir de quel MFDC il s'agit parce que malheureusement, le MFDC est une myriade de factions. Qui ne parlent pas toujours le même langage. Il y a une partie effectivement de l'aile du MFDC qui a réclamé un cessez-le-feu, mais d'autres combattants du MFDC sont restés sur leur position antérieure. Donc toute la complexité du conflit et tout le problème de l'État du Sénégal est de savoir à quel MFDC se fier. Après avoir déguerpi les rebelles de leur base réputée inexpugnable, des postes frontières seront créés sur le long de la frontière avec la Guinée-Bissau qui, il faut le rappeler, a réactualisé récemment ses accords militaires avec le Sénégal. Et à ce propos, l'armée précise qu'aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée du côté des Djambars. La direction de l'information et des relations publiques des armées communique de fausses allégations postées sur un site de propagande et partagées sur les réseaux sociaux font état de 7 militaires sénégalais tués dans une embuscade au nord de Sindian. L'armée rappelle que durant ces opérations en cours, zone militaire numéro 5, les armées n'ont dénombré qu'un seul blessé. Cet incident est survenu le 3 février 2021 lors de l'attaque de la position adverse de Badiong, au cours de laquelle un militaire du rang du 3e bataillon d'infanterie a reçu un éclat qui lui a causé une légère blessure au bras, immédiatement prise en charge au plan médical. Son état de santé est très stable. Un autre incident a opposé une patrouille militaire à 3 éléments armés le 6 février 2021 dans le nord Sindian. L'action déterminante de notre patrouille a obligé ces éléments armés à battre en retraite vers le nord. Donc aucun Djambar n'a été tué dans ces opérations, précise l'armée nationale.
Dans un tout autre registre, maintenant, affaire des litiges fonciers à l'AIBD, les autorités de l'aéroport s'engagent justement à restituer 318 hectares aux populations de Diass. Elles ont aussi décidé de renoncer au déguerpissement des habitants du village de Sakirat. Voyons tout cela avec Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Les autorités de l'aéroport international Blaise Diagne apportent une précision sur l'extension de leur mur de clôture. Le quartier Sakirat. Nous voulons aujourd'hui rassurer ces populations que ce déplacement n'est pas à l'ordre du jour. Nous trouverons les voies et moyens pour que ces populations-là restent là où elles sont, parce que c'est leur terroir. Mieux, au plan toujours du foncier, en termes de compensation de pertes, nous allons avec l'État du Sénégal engager la procédure de déclassement d'au moins 300 hectares pour compenser les pertes de terre et les moyens de subsistance. Et je pense que la procédure est enclenchée. Au plan de l'emploi et de la formation, nous sommes sur la bonne voie avec Diass. Une nouvelle bien accueillie par les habitants de Diass. Ils attendent la matérialisation des promesses. D'après les discussions, on peut retenir que il n'y a pas de problème entre AIBD et la population locale. Il y avait seulement un malentendu. Mais aux responsables d'AIBD de nous conforter dans nos positions en matérialisant les accords qui ont été retenus ici. Ce différend entre les autorités de l'AIBD et les habitants de Diass a été résolu grâce à l'ancienne parlementaire Hélène Tine et le Forum civil. Nous nous engageons à faire un suivi de l'ensemble des promesses de l'AIBD. Comme nous l'avions fait le 9 mai 2015 au niveau de Sali, avec le protocole qui a lié l'AIBD avec les papes de Kermousse. Cette rencontre entre les habitants de Diass et les autorités de l'AIBD avait mal débuté, mais au finish, les engagements pris par les autorités aéroportuaires ont fait baisser la tension. Merci Abdourahmane. Visite du vice-président de la Confédération suisse Ignazio Cassi à Dakar. Le diplomate a passé ce matin en revue la coopération entre son pays et le Sénégal en tête-à-tête avec la ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Aïssata Tall Sall. Ils ont signé d'importants accords, notamment dans le service aérien, le domaine de la justice juvénile, l'enseignement et le développement durable, entre autres. Écoutons là-dessus son Excellence Ignazio Cassi au micro de Maïmouna Ndiaye. Nous venons de signer un accord sur les services aériens pour que des avions puissent voler le plus tôt possible entre Genève et Dakar. Genève, notre ville internationale dans laquelle autant de réunions diplomatiques ont lieu, autant de réunions sont présentes, autant d'organisations sont présentes. Et le fait d'avoir un vol direct, c'est très important pour vous permettre de jouer votre rôle, évidemment, sur la scène internationale. Nous avons au Sénégal un partenaire stable qui joue un rôle majeur dans la sécurité régionale, qui est un hub de stabilité et de sécurité. Et pour nous, c'est très important que ce destin soit assumé pleinement dans le respect des principes de la démocratie, de l'état de droit et des droits de l'homme qui nous sommes à ce point chers. Et oui, nous avons aussi coopéré dans ce domaine avec le Sénégal, dans le domaine des droits de l'homme, en particulier dans le domaine de la justice juvénile. Nous avons formé 60 professionnels de la chaîne de la justice, donc à partir des juges jusqu'aux procureurs, jusqu'aux psychologues qui s'occupent des enfants, et on a pu avoir un bon échange sur les défis que ces enfants posent en ce moment aussi à l'État du Sénégal. ISO 22000 est un certificat qui atteste de la qualité du travail. Le groupe Kiren, après 20 ans au service de l'agroaliment, se fait distinguer avec une production énorme d'eau minérale. Ceci est le fruit d'un long processus de travail marqué par l'engagement des agents de l'entreprise, mais surtout des Sénégalais. Habib Faye, Youssou Barro. Kiren obtient la certification ISO 22000. La marque est désormais la première et la seule eau minérale naturelle au Sénégal dont le système de management est certifié ISO 22000. Cette certification concerne aussi bien l'eau minérale naturelle que la pétillante de Kiren. C'est une volonté du groupe d'être certifié, donc on a déclenché ce processus-là et il a été conclu et bien sûr sanctionné par cette certification ISO 22000 qui s'articule autour bien sûr de garantie de qualité pour le consommateur,
particulièrement parce que c'est lui qui nous intéresse prioritairement. Et il est évident que ce type de certification nous permet de servir également l'entièreté des acteurs de la profession alimentaire. Et aujourd'hui, donc, c'est ça. Mais j'aime l'inscrire dans une continuité parce qu'il faut savoir que nos investissements qualité continuent et de façon extrêmement soutenue. L'engagement de notre personnel, tous les moyens matériels et techniques, humains également mis à disposition, mis en exergue pour pouvoir fournir aux consommateurs sénégalais un produit sain et sûr, un produit qui répond aux exigences les plus fortes reconnues internationalement en matière de qualité, en matière d'hygiène et en matière de sécurité. C'est une certification qui est destinée aux producteurs du monde entier. Aujourd'hui, sur l'eau, au Sénégal, nous sommes les seuls à l'avoir. La certification ISO 22000 atteste la stricte conformité de l'ensemble des produits Kiren en matière de qualité, d'hygiène et de sécurité. La certification ISO 22000 est internationale. Elle s'applique aux industries agroalimentaires dans le monde entier et assure la sécurité des denrées alimentaires. Il n'y a pas meilleure certification pour offrir des produits sûrs. La certification garantit aujourd'hui, oui, un produit sain et sûr, un produit de qualité, mais il faut souligner que ce n'est pas nouveau. D'accord. Donc Kiren aujourd'hui ne change pas. Kiren reste ce qu'elle a toujours été depuis 20 ans, une eau sûre, une eau de qualité. Aujourd'hui, la certification vient juste confirmer en fait ce qu'elle est et ce qu'elle a toujours été. On est passé de 8 heures de travail par équipe en 12 heures de travail par équipe. Pratiquement, puisqu'on tourne 24 heures sur 24. Il s'agit d'un gage de qualité et une source de sérénité et de fierté pour tout le Sénégal. Dans l'actualité sportive, l'équipe nationale du Sénégal est en finale du tournoi de l'UFOA, zone A des moins de 17 ans, face au Mali ce samedi. Les Lionceaux ont écrasé aujourd'hui en demi-finale les cadets bissau-guinéens, 4-0, un succès qualificatif donc à la CAN de la catégorie en mars au Maroc. Ibrahima Kane. Les U17 du Sénégal à la CAN de la catégorie en mars prochain, c'est fait. L'équipe nationale cadette a composté son billet ce soir devant la Guinée-Bissau. Une écrasante victoire en demi-finale du tournoi de l'UFOA de la zone A des moins de 17 ans. Au contraire de leur début tonitruant en match précédent, les Lionceaux ont cette fois-ci attendu la 29e minute pour ouvrir le score et corser l'addition 10 minutes plus tard. 2-0, c'est le score à la pause. Le troisième but va intervenir 5 minutes après la reprise, suivi du quatrième 4 minutes plus tard. Rien ne sera plus marqué. Score final, 4-0. Un résultat qui envoie le Sénégal en finale. Il va rencontrer ce samedi le Mali, qui a atomisé dans l'autre demi-finale la Mauritanie 5-1. Ces deux sélections finalistes vont représenter la zone A de l'UFOA à la CAN U17. Ce sera au mois de mars au Maroc. Leur face-à-face vaudra sûrement le détour au vu de leur parcours et de leur qualité offensive. Et dans le reste de l'actualité sportive, le Mali qualifié également à la CAN U17 après son carton devant la Mauritanie 5-1 en demi-finale du tournoi de l'UFOA zone A à Thiès. Al-Ahli, le club égyptien médaillé de bronze à la Coupe du monde des clubs de Qatar, et puis l'équipe nationale du Sénégal de beach soccer qui entre en regroupement lundi prochain. Le round-up de l'Actu Sport avec Cher Sadi Boutiara. Le beach soccer pour commencer. L'équipe nationale du Sénégal de la discipline entre en football. Teungueth FC est à Tunis à 2 jours de son premier match en phase de poule de la Ligue africaine des champions. Le club rufisquois compte bien s'acclimater pour réussir ses débuts en Tunisie. Teungueth FC va rencontrer ce samedi à 13h l'Espérance de Tunis dans le groupe D. L'autre match de ce groupe se joue ce vendredi entre le Zamalek et le MC d'Alger. Au tournoi de l'UFOA zone A des moins de 17 ans, le Mali a décroché cet après-midi sa qualification à la CAN 2021 de la catégorie. C'est grâce à sa victoire en demi-finale devant la Mauritanie, 5-1. Le Mali file en finale prévue ce samedi du tournoi U17 de la zone A de l'UFOA, entaché par des cas de fraude sur l'âge. Et pour lutter contre ce fléau, le président de la zone, Antonio Soare, émet l'idée de la mise en place d'une licence unique biométrique pour les 9 pays. Elle permettra la création d'une banque de données de tous les footballeurs de la zone depuis leur bas âge, estime Antonio Soare. En attendant, Al-Ahli hisse le drapeau africain sur le podium de la Coupe du Monde des clubs au Qatar.
Le club égyptien est médaillé de bronze de la compétition pour la deuxième fois de son histoire en dominant cet après-midi Palmeiras du Brésil à l'issue de la séance des tirs au but 3-2. Temps réglementaire, 0 but partout. En Europe, Neymar, l'attaquant brésilien du Paris Saint-Germain, est forfait pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au FC Barcelone. Neymar, qui souffre d'une lésion à son adducteur gauche, est indisponible environ 4 semaines. Il peut espérer prendre part à la match retour en Espagne le 10 mars prochain. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info continue dans Soir d'info ce soir avec Papis Diao qui reçoit Monsieur Nicolas Efguin. C'est à vous, Papis.